Donc, comme je le disais, je remercie mon collègue Alexis Zarka pour son invitation et j'ai une pensée pour l'équipe du laboratoire Potier pour l'organisation de cette manifestation. Alors, pour ma part, je vais évoquer pendant 20 minutes le répertoire des représentants d'intérêt. Le répertoire des représentants d'intérêt, c'est une création récente, puisque c'est un outil qui a été créé par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Aujourd'hui, le régime juridique de cet outil est prévu dans deux textes. D'une part, la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. D'autre part, le décret du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêt. Donc, par facilité de langage, je parlerai de la loi de 2013 et du décret de 2017 au cours de cette communication. L'objectif de ce répertoire, c'est d'encadrer le phénomène dit de la représentation d'intérêt et, pour le dire de manière plus claire, le phénomène du lobbying. Alors cette activité, on peut la définir comme celle visant à défendre des intérêts particuliers auprès des responsables publics en cherchant à influencer le contenu des décisions publiques de telle sorte que celles-ci soient favorables aux intérêts particuliers défendus. Et la modalité retenue pour l'encadrement de cette activité, c'est donc la mise en place de ce répertoire numérique visant à assurer l'information des citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêt et les pouvoirs publics. On le voit, le texte, le législateur n'a pas du tout fait le choix de remettre en cause la représentation d'intérêt, mais au contraire de la rendre publique, d'en assurer donc la transparence. Cette représentation d'intérêt, en effet, présente un certain nombre d'avantages qui ont pu être ici et là présentés. Premier avantage, je dirais que c'est la révélation d'une nouvelle approche de la fabrication de la loi. C'est ce que met en avant, par exemple, le rapport Nadal, donc une nouvelle conception, en quelque sorte, de l'exercice du pouvoir politique. Deuxième avantage qui est mis en avant s'agissant de cette représentation d'intérêt, elle améliorerait la qualité de la loi. Et en ce sens, le site internet de l'Assemblée nationale évoque quelques mots intéressants de ce point de vue. Premier exemple, les représentants d'intérêt, nous dit le site internet de l'Assemblée, sont un moyen pour le législateur de s'informer sur la manière dont la loi est appliquée et sur les moyens de l'améliorer. Autre passage du site internet de l'Assemblée, l'activité des représentants d'intérêt est également utile pour permettre aux décideurs publics de mieux connaître les attentes de la société civile. En d'autres termes, le lobbying aurait deux vertus. Faire remonter des sujets de préoccupation de la société civile pour envisager les priorités de l'action législative ou de l'action publique de manière plus générale. Seconde vertu, associer les destinataires des textes pour améliorer leur fond et les modalités de leur exécution. Si cette activité de lobbying est mise en avant à son avantage, le défi du pouvoir politique, c'est, à tout le moins, de l'assumer de manière publique, d'en asseoir la légitimité pour éviter toute accusation de fonctionnement opaque du pouvoir qui gouvernerait en faveur d'intérêts particuliers et non en vertu de l'intérêt général. Deuxième objectif pour le pouvoir politique, c'est encadrer ce lobbying pour éviter les dérives possibles. Troisième objectif pour le pouvoir politique, l'encadrer de manière spécifique pour tenir compte des particularismes de l'activité, sans se reposer uniquement sur le droit commun applicable en droit pénal notamment, en intégrant une dimension déontologique dans le domaine. C'est ce qu'affirme à nouveau le rapport Nadal de ce point de vue. C'est pour atteindre ces différents objectifs que le répertoire des représentants d'intérêt a été créé en 2016. Mais la nouveauté n'est pas totale, puisque avant le répertoire, des premières expériences de registre permettant d'identifier et de cerner les activités des représentants d'intérêt ont pu être expérimentées. Ces registres, en particulier, ont été mis en place au sein des assemblées parlementaires, en 2009 pour l'Assemblée nationale, en 2010 pour le Sénat. Cette première expérience a eu des résultats que l'on peut qualifier de mitigés. D'un côté, en raison de leur faible portée. Le Parlement était seul concerné, les registres étaient facultatifs et, in fine, les représentants d'intérêt étaient finalement numériquement peu importants s'agissant des inscriptions effectives sur ces registres.
D'un autre côté, on peut et on doit souligner que ces démarches parlementaires étaient tardives au regard des expériences de pays voisins, de pays amis. On peut, de ce point de vue, et à nouveau en s'appuyant sur le rapport Nadal, indiquer qu'aux États-Unis et au Canada, l'activité des lobbyistes est encadrée respectivement depuis 1946 et 1989. L'Allemagne, pour prendre un exemple européen, avait agi en ce sens depuis 1954. L'objectif de la loi de 2016, par rapport à cet état des lieux, était de généraliser et de systématiser la démarche d'identification et de suivi des lobbyistes par la création d'un répertoire spécifique. L'objectif est-il atteint ? Pour essayer de répondre à cette interrogation, on peut mettre en avant deux grandes remarques qui vont structurer mon propos. Première remarque, c'est le constat d'une réelle concentration de l'information relative aux lobbyistes dans le répertoire. Seconde remarque, c'est une relative dissémination, un relatif partage des autorités chargées de garantir la portée du répertoire. Donc, dans un premier temps, l'idée d'une réelle concentration de l'information relative à la représentation d'intérêts dans le répertoire. De manière très concrète, le répertoire se présente de manière dématérialisée sur le site de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Il est donc accessible par tous et offre plusieurs méthodes de recherche pour obtenir des informations sur les activités des lobbyistes, par activité, par organisation, par dernière inscription, par les dernières activités déclarées. Quel type, quelle catégorie d'informations peut-on trouver dans ce répertoire ? Trois grandes catégories d'informations, en faisant ici œuvre de synthèse au vu de la richesse de ce répertoire. Première catégorie d'informations, ce sont les informations relatives à l'identification des représentants d'intérêt. Comment s'identifient ces représentants d'intérêt ? Il y a l'identification théorique et l'identification pratique. L'identification théorique, pour commencer. Un représentant d'intérêt, théoriquement, peut être identifié à partir de deux critères cumulatifs. D'une part, un critère organique alternatif, d'autre part, un critère fonctionnel. S'agissant du critère organique alternatif, on peut identifier des représentants d'intérêt parmi les dirigeants, les employés et les membres de certaines personnes morales, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat. Mais ce critère organique, je le disais, est alternatif. Une autre solution d'identification est proposée par les textes, puisque peuvent être également des représentants d'intérêt les personnes physiques qui ne sont pas employées par une des personnes morales précitées, dès lors qu'elles exercent à titre individuel une activité professionnelle correspondant aux critères fonctionnels sur lesquels j'arrive immédiatement. Ce critère fonctionnel, en effet, il tient à la nature de l'activité exercée, et de ce point de vue, le représentant d'intérêt doit avoir pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique en entrant en communication avec un responsable public. Au vu des critères évoqués, on constate que, potentiellement, le champ des représentants d'intérêt peut être très important. Voilà pourquoi la loi a prévu un certain nombre d'exclusions parmi ces représentants d'intérêt, par exemple les élus, les partis ou encore les associations à objet cultuel peuvent être exclus donc, de cette classification, de cette caractérisation en représentants d'intérêt. Une fois que l'on sait théoriquement qui sont ces représentants d'intérêt, comment ces derniers s'identifient-ils concrètement auprès de la haute autorité, donc sur le répertoire ? De ce point de vue, ces représentants d'intérêt ont une obligation de déclaration via un téléservice dénommé Agora, et cette déclaration doit donner lieu à l'information du répertoire sur un certain nombre de données, l'identité des représentants d'intérêt, s'agissant des personnes physiques, ou celle de ces dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d'intérêt au sein des personnes morales. Au-delà de l'identité brute, il y aura d'autres informations à apporter, toujours dans cette optique d'identification. Par exemple, on peut évoquer la nécessité de renseigner les liens existants avec les organisations professionnelles ou syndicales, ou encore les associations, donc dès lors qu'il y a un lien établi avec des intérêts représentés. Deuxième catégorie d'informations que l'on peut trouver au sein du répertoire, ce sont les actions concrètement menées par les représentants d'intérêt.
Et ici, la loi est très précise de ce point de vue, puisqu'il faudra notamment renseigner le champ des activités exercées par le représentant d'intérêt. Il faudra également renseigner les actions concrètement menées par ce représentant d'intérêt auprès des responsables publics. Si on s'attarde quelques mots sur les différents renseignements à apporter, on peut ici donner des détails intéressants, notamment en s'appuyant sur le décret de 2017 qui va venir largement préciser le texte législatif sur ce sujet. Première illustration des informations et données au titre des actions menées par les représentants d'intérêt, c'est donc le type d'actions menées par les lobbyistes. Et l'annexe du décret de 2017 va venir décrire les actions possibles. Je ne citerai ici que quelques exemples. L'organisation de discussions informelles ou de réunions en tête-à-tête, l'invitation ou l'organisation d'événements, de rencontres, d'activités promotionnelles, l'établissement de correspondances régulières, l'envoi de pétitions, de lettres ouvertes, de tracts. Dernière illustration, donc la transmission de suggestions ou d'informations afin d'influencer la rédaction d'une décision publique. Troisième catégorie d'informations que l'on peut évoquer, c'est la caractérisation des responsables publics approchés. Donc il faudra, de ce point de vue, indiquer dans le répertoire quels ont été les responsables publics que le représentant d'intérêt, que le lobbyiste a pu approcher dans l'exercice de sa fonction. Ça pose deux questions. Première question, quels sont les responsables publics? Donc de ce point de vue, je ne serai pas très long, puisque la représentante de la haute autorité a pu les indiquer tout à l'heure. Donc c'est une approche extrêmement large qui a été retenue par les textes, puisqu'on trouve des responsables publics au niveau du pouvoir politique de l'État, au niveau du pouvoir administratif de l'État, au niveau du pouvoir politique local et au niveau du pouvoir administratif local. Donc de ce point de vue, je ne m'attarde pas dans les détails, puisque le précédent orateur a pu l'évoquer tout à l'heure. Seconde question, que signifie entrer en communication avec un responsable public? À ce point de vue, il n'y a pas de définition positive qui est évoquée dans le texte, et donc on peut dire, à contrario, qu'entrer en communication revient à prendre l'initiative, et ça c'est très important, prendre l'initiative d'une des actions de représentation d'intérêt, notamment au regard de la liste figurant en annexe du décret de 2017. Au vu de ces différentes informations qui sont collectés au sein du répertoire, on peut caractériser ce dernier de fichier, c'est-à-dire, au sens du RGPD, un ensemble centralisé et structuré de données à caractère personnel, accessibles selon des critères déterminés. Cette centralisation du fichier s'accompagne d'une centralisation de sa gestion, puisque c'est la haute autorité qui va être responsable des modalités de son alimentation et de sa publicité. Néanmoins, cette centralisation n'est pas totale, et ce sera le second temps de cette communication, puisqu'on peut constater un partage des autorités chargées de garantir la portée du répertoire. D'une part, en effet, il faut souligner le rôle de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, pour garantir la portée du répertoire, s'agissant de l'activité des lobbyistes auprès des autorités gouvernementales, administratives et locales. Et de ce point de vue, la haute autorité va contrôler deux choses. D'une part, elle va contrôler les obligations d'information pesant sur les lobbyistes. Elle va vérifier que les lobbyistes respectent bien cette obligation de transmission des informations permettant d'alimenter le répertoire. Seconde fonction exercée par la haute autorité, ce sera le contrôle du respect des obligations déontologiques pesant sur les représentants d'intérêt. En effet, en vertu de l'article 18-5 de la loi de 2013, certaines actions donnent lieu à un certain nombre d'interdictions explicites. Et toute remise en cause d'une interdiction revient à ne pas exercer son activité avec probité et intégrité. Et donc on trouve là encore un certain nombre d'illustrations de ces prohibitions, par exemple offrir des présents, des dons ou avantages d'une valeur significative. Autre interdiction, l'obtention d'informations ou de décisions de manière frauduleuse. Autre exemple, je suis ici uniquement synthétique, de ce qui est interdit, l'incitation des responsables publics à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables. Pour exercer ces deux contrôles sur les obligations d'information et sur les obligations déontologiques, la haute autorité va disposer d'un certain nombre de pouvoirs, un pouvoir de conseil
auprès des représentants d'intérêts, mais aussi auprès des responsables publics, un pouvoir d'enquête qui permet à la haute autorité de se faire communiquer des pièces, qui permet à la haute autorité de procéder à des vérifications sur place. Troisième pouvoir, c'est un pouvoir de constatation et de résolution non juridictionnelle des manquements. De ce point de vue, la haute autorité peut constater un manquement aux obligations d'information et déontologiques. La haute autorité peut notifier aux représentants d'intérêts le ou les manquements aux obligations qui lui incombent. Et enfin, la haute autorité peut adresser aux représentants d'intérêts une mise en demeure s'agissant donc de ces manquements aux obligations. On l'a dit tout à l'heure, je le rappelle uniquement d'un mot, des sanctions pénales sont possibles. C'est le dernier recours. C'est prévu par l'article 18-9 et l'article 18-10 de la loi. 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende donc sont prévus. À côté de la haute autorité, on trouve les chambres parlementaires. En effet, les assemblées vont avoir un rôle spécifique s'agissant de la portée du répertoire à propos de l'activité des lobbyistes qui s'exercent au sein des chambres parlementaires. C'est l'article 18-4 de la loi de 2013 qui le prévoit, avec des répercussions donc, sur l'ordonnance du 17 novembre 1958 sur les assemblées parlementaires. Et de ce point de vue, les chambres parlementaires, dans un premier temps, ont la possibilité de fixer des règles particulières applicables aux représentants d'intérêts. Des règles particulières s'agissant des obligations déontologiques auxquelles seront soumises les lobbyistes. Et de manière très concrète, ce pouvoir de réglementation des chambres parlementaires va se traduire par l'édiction de codes de conduite adoptés par les assemblées et qui sont disponibles en ligne. Ces codes sont assez proches entre eux et surtout, ils sont très proches des obligations déontologiques prévues par la loi à propos des représentants d'intérêts œuvrant auprès des responsables publics ne relevant pas du Parlement. Autre particularisme attaché aux assemblées parlementaires, c'est le particularisme des organes permettant de garantir la portée des règles applicables aux représentants d'intérêts. En effet, plutôt que la haute autorité, ce sera l'organe chargé au sein de chaque assemblée de la déontologie parlementaire de s'assurer du respect des règles déontologiques pesant sur les lobbyistes. Et cet organe va avoir un certain nombre de prérogatives classiques, une possibilité d'être saisi, la possibilité de se faire communiquer un certain nombre d'informations, la possibilité de saisir le président de l'Assemblée si un manquement est constaté. Et donc ce sera le second organe spécifique, le président de l'Assemblée concernée, qui pourra être saisi par le déontologue pour adresser aux représentants d'intérêts concernés une mise en demeure, le cas échéant, en cas de manquement aux obligations déontologiques. Pour conclure en quelques mots, je partirai moi aussi d'une citation, puisqu'il y a eu beaucoup de citations cet après-midi, une citation de Bentham également, qui a été évoquée tout à l'heure, qui disait « Le soupçon est toujours errant autour du mystère ». S'agissant de cette citation, on peut indiquer que le répertoire a pour intérêt de lever une partie du mystère autour du processus d'édiction de la décision publique, s'agissant des rapports entre les responsables publics et les lobbyistes. Et de ce point de vue, la montée en puissance du répertoire est assez encourageante. La haute autorité, en mai 2018, indiquait que 1586 lobbyistes étaient inscrits au répertoire et que 4338 actions de représentation d'intérêt avaient pu être menées. Le 6 décembre, donc une vérification très récente, le nombre de représentants d'intérêt inscrits est passé à 1713 et le nombre d'actions de lobbying recensées s'élève désormais à 5 991. On est donc bien en présence d'un bel outil en faveur de la transparence et de la déontologie qui contribue bien effectivement à la lutte contre les atteintes à l'intégrité publique. Néanmoins, une ultime interrogation peut être soulevée, c'est celle de l'efficacité sociale de cet instrument. On l'a dit en préambule, l'idée avec le répertoire, c'est bien de contribuer à renouer le lien de confiance entre les responsables publics et les citoyens. Quid de cet enjeu? De ce point de vue, et je le dis rapidement, deux écueils peuvent être soulevés. Le premier écueil, c'est la lisibilité de cet instrument. Je reprends ici une dichotomie qui est notamment employée par Pierre Rosanvallon dans son ouvrage « Le bon gouvernement », qui met en garde, à travers une dichotomie entre les dispositifs visibles et les dispositifs lisibles, le danger d'instruments uniquement visibles, mais que les citoyens ne perçoivent pas car non lisibles.
Donc cet enjeu va être majeur pour le répertoire, qui est assez complexe à saisir. Le second écueil à relever, il tient à la nature même de la représentation d'intérêt. En effet, le répertoire en tant que tel vient légitimer la représentation d'intérêt dans le fonctionnement politico-administratif de l'État. Or, tous les intérêts ne sont pas représentés. De même, tous les intérêts n'ont pas les mêmes moyens d'assurer leur représentation. Aussi, paradoxalement, la lumière crue qui est lancée sur la représentation d'intérêt par le répertoire peut contribuer à alimenter un sentiment de crise de l'idée d'égalité et de l'idée de citoyenneté. Et ça m'amène en une phrase à dire que la question déontologique, si elle a une place effectivement tout à fait majeure, cette question déontologique ne doit pas occulter la question démocratique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Après vous avoir entendu, je crois qu'on a définitivement compris que le mot lobbying n'était plus un gros mot, compte tenu de l'objectivisation de régimes qui ont été mis au point depuis plusieurs années. Est-ce que fait-on, cher organisateur, une pause, sachant que nous sommes en retard? Non? Une petite pause? Et puis on réserve les questions juste avant l'intervention de Jacques Chevalier? Très bien. Oui, oui, bien sûr. Oui, ça j'ai bien compris. Non, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. On a réussi à tenir correctement. Impeccable, vous êtes tous très sages, bravo. À la minute près, impeccable. Oui. Maintenant, je commence à prévoir. Salut Pierre. Oui, parce qu'en plus, ce qui est toujours très gênant, c'est que la communication la plus